Bonjour, bonsoir messieurs, dames. Nous vous remercions d'être venus à cette conférence qui, nous espérons, vous permettra de vous exprimer, puisque le sujet de notre conférence, c'est la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression est très malmenée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut dire que d'un côté, elle est de plus en plus réduite, mais d'un autre côté, on a quand même le droit de pouvoir s'exprimer grâce aux moyens Internet qui nous permettent donc de nous exprimer, de s'informer. Mais sur le plan sociétal, nous avons de plus en plus de difficultés. Alors nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Zohra Mahi, qui est avocate et qui a toujours été auprès des opprimés, on va dire, depuis sa très jeune enfance, puisque même aujourd'hui nous pouvons lire à travers ses livres ce qu'elle a vécu durant la guerre d'Algérie, et à travers des romans assez informés, mais aussi faciles à lire. Nous nous informons à travers ses livres. Elle vient de sortir plusieurs livres dont qu'elle aura l'occasion de présenter à la fin de la conférence. Et nous avons également Monsieur Jacob Cohen, qui est auteur et qui a été victime aussi du manque de liberté d'expression. Dès maintenant, je me permets de les écouter, parce que nous avons très peu de temps. Chacun d'entre eux parlera une demi-heure, ensuite il y aura une demi-heure de débat dans la salle. En tout cas, bon, c'est ce qui nous est permis actuellement. Je voulais aussi remercier Monsieur le directeur, Monsieur Aravan Kazemi, qui nous autorise à faire ce genre de conférence au centre culturel, malgré les difficultés, toutes les difficultés auxquelles il est obligé avec lesquelles il est obligé de se battre, et notamment des difficultés, comme vous le savez, économiques et financières, puisque les taux se resserrent autour de l'Iran. Je vous remercie et je donne la parole à Zohra dès maintenant. Merci. Merci. Alors, comme vous l'a dit mon amie Zahra, je suis Zohra, pas Zahra, Zohra Mahi. Je suis avocat au barreau de Paris. Je suis très très honorée d'avoir été invitée pour donner cette conférence, et puis je suis très honorée aussi d'être à côté de M. Jacob Cohen, que je voulais connaître depuis très très longtemps, et donc là maintenant j'ai le plaisir de le voir en chair et en os. Voilà, alors donc notre propos c'est donc la liberté d'expression. Alors la liberté d'expression, au départ, elle était un outil pour se défendre contre le roi et contre toute forme d'absolutisme. Même si cet absolutisme est républicain, comme par exemple aux États-Unis, où il y a eu la Constitution, puis tous les amendements qui ont fait que la liberté d'expression était protégée contre l'État. Donc cette liberté a été d'abord le résultat d'une lutte des intellectuels contre le pouvoir. Donc nous allons examiner d'abord dans l'ordre les fondements de la liberté d'expression, les limites de cette liberté, et dans un contexte de mondialisation et devant l'émergence de nouveaux équilibres, nous interroger sur ce qui reste de la liberté d'expression au niveau national et international. Alors les principes et les fondements. Les sources de ce droit sont d'abord, on va dire, pas très anciennes, puisqu'elles datent de 1600, enfin assez anciennes quand même, puisqu'elles datent de 1644. C'est un livre qui a été écrit et édité par John Milton, un Anglais, qui déjà qui parlait en passant donc de cette liberté d'expression, parce que son propos, lui, son livre, c'était surtout la censure. Et donc on en déduit aussi la liberté d'expression. Et puis il y a eu Spinoza. C'est en fait Spinoza qui a posé les jalons de cette liberté. Dans son traité théologico-politique, alors voilà ce qu'il écrit. Dans un État libre, il est loisible à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Il est évident que les lois concernant les opinions menacent non les criminels, à l'époque ça ne menaçait pas les criminels, mais surtout les hommes de caractère indépendant. Voilà. Il s'agissait donc de fermer la bouche des gens
qui étaient d'abord des intellectuels, des savants, des philosophes, et auxquels on ne voulait pas donner la parole. Du temps de Spinoza, c'est comme ça que ça se passait. Alors, il disait aussi que c'était moins fait pour contenir et limiter les méchants que limiter les honnêtes gens, et donc ces règles-là ne peuvent être maintenues en conséquence sans grand danger pour l'État. Alors, les sources, ça c'est les sources philosophiques. Les sources proprement politiques, donc, c'est l'article 10 du premier amendement de la Constitution américaine de 1776. Et en France, en 1789, alors la première garantit aux citoyens la liberté d'expression en ces termes. Le Congrès ne promulguera pas de loi qui restreindra la liberté de parler, d'exprimer sa pensée ou d'informer par la presse. Donc il y a aussi la liberté de la presse. Après donc les États-Unis, l'Amérique, donc, il y a la Révolution française, aussi par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été promulguée le 26 août 1789, et en son article 11, qui affirme le même principe que la Constitution des États-Unis, à savoir le droit à l'expression. Et donc cette déclaration dit « Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement ». Donc c'est un peu dans le même sens que la liberté d'expression telle qu'elle a été mise au point par les États-Unis. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, le relais passe à l'ONU. C'est l'ONU qui indique que c'est en fait le non-respect des droits qui mène aux guerres et à la barbarie. Et donc, le but de l'ONU est de défendre les droits inaliénables et égaux des individus, c'est-à-dire tous les habitants de la Terre. Donc, en 1948, l'Assemblée générale vote la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits civiques, et elle consacre le droit de tout individu à la liberté d'expression sans considération de frontières. Donc, c'est le monde entier. Donc, après les ravages des deux guerres mondiales, le Conseil de l'Europe est créé. Là, c'est restreint, donc on vient à l'Europe. Et le Conseil de l'Europe est créé en 1949, et il vote en 1950 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La liberté d'expression est visée à l'article 10 de cette convention. Et il stipule « Toute personne a droit à la liberté d'expression sans qu'il puisse y avoir une ingérence de l'autorité publique et sans considération de frontières. » C'est-à-dire qu'il reprend ce qu'a déclaré l'ONU, mais en plus il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une ingérence de l'autorité publique. Alors les limites de cette liberté d'expression, puisqu'on en a posé les principes. Donc, du temps de Spinoza, comme je vous le disais, c'était les penseurs, c'était les philosophes, les esprits, ce qu'il appelait les esprits indépendants, qui étaient visés par le pouvoir royal et donc qui refusaient la liberté de conscience, d'expression et de divulgation de leurs écrits. Alors, à notre époque, donc, ce n'est plus que les philosophes et les penseurs qui pensent, mais c'est tout le monde, et notamment les méchants, puisqu'il s'agissait donc de ne pas donner la parole aux méchants. Et à notre époque, les méchants aussi parlent. Donc tout le monde pense, tout le monde écrit, et les méchants ont une plume acerbe. Et donc la liberté d'expression s'est retrouvée doublée d'un relativisme moral, donc, qui met toutes les idées sur le même plan, qu'elles soient pacifiques, violentes, nuisibles, anodines, tout est sur le même plan, tout est mélangé et tout est théoriquement permis, puisque la liberté d'expression, c'est cela son but. Alors, les dispositions légales, en tout cas en France, qui limitent ce droit. Donc, pour contenir cette liberté dans un cadre légal, le législateur a été contraint d'édicter des textes pour éviter les excès. C'est le sens de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France. Cet article 4 stipule ceci. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société, c'est-à-dire l'autre individu, de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Alors, que dit la loi donc? C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme
qui dit explicitement la liberté d'expression est soumise à des formalités, des conditions, des restrictions ou des sanctions qui sont aussi prévues par la loi. Et l'article 11 précise encore la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus. Voilà. Et donc là, on arrive à l'abus de cette liberté dans des cas qui sont déterminés par la loi. Alors, il y a deux cas d'école que tout le monde connaît. C'est le monsieur qui est dans un cinéma ou dans une salle de spectacle bourré et qui dit au feu. Alors, il y a la panique que vous pensez quand il crie au feu. Et donc, on dit, est-ce qu'il a le droit de le dire et de créer cette panique? Eh bien non. Non, parce que lorsqu'il a pris son ticket pour rentrer dans cette salle de spectacle, il s'est conformé, il s'est obligé en tout cas à se conformer aux règles qui ont été mises au point par le propriétaire de la salle de spectacle, et donc il n'avait pas le droit. Donc il n'avait pas le droit à la liberté d'expression. Alors, il y a aussi le cas, celui qui est dans un lieu public, qui dit alerte à la bombe, en disant je suis le porteur de la bombe, on lui saute dessus, on le tabasse. Alors, est-ce qu'il a le droit de se plaindre? Eh bien non. Non, parce qu'il a là aussi abusé de son droit, il a créé une peur irrépressible chez les autres, et c'est donc à bon droit que les gens lui ont sauté dessus et qu'ils l'ont tapé dessus. Voilà, ça ce sont donc des exemples, parmi d'autres, hein, ce sont des cas d'école des excès de ces gens-là. Donc on n'est pas libre de dire n'importe quoi. Alors, a contrario, je vais citer donc une décision d'un juge belge qui l'a rendu le 10 février 2012, donc c'est très très récent. Alors, ce juge belge a maintenu le droit à l'expression à l'auteur de la bande dessinée Tintin au Congo, malgré les plaintes de gens qui ont dit que c'était quand même raciste, cette BD. Alors ce juge a dit non, parce qu'à l'époque où cette BD a été écrite, il était permis en quelque sorte d'être raciste. C'était un peu dans l'air du temps, c'était pas interdit, donc voilà. Pour l'époque en tout cas, cette BD n'était pas raciste. Et de toute façon, actuellement, les gens qui consultent cette BD savent que le Congo n'est plus belge, ils savent maintenant que les Noirs sont libres, et que donc il se fait sa propre idée, et il se dit, cette BD est raciste, je ne l'achète pas, ou je ne la lis pas, ou je n'en fais pas cas. Voilà, donc voilà, ça c'est le cas de ce monsieur, de ce juge belge, qui dit que non, il y a des choses qui ne sont pas soumises à la liberté d'expression, notamment cette BD belge. Alors évidemment, si on devait dire ça, il y a des dessins atroces et même des écrits qui ont été écrits et puis dessinés du temps de Vichy. Et donc on pourrait dire, oui, on peut les voir maintenant sans qu'il y ait de problème. Eh bien non. Non, parce qu'il y a quand même des choses, tout comme cette BD de Tintin au Congo belge, que les dessins qui ont paru du temps de Vichy, tout ça c'est à proscrire et tout ça c'est à jeter à la poubelle. Alors, maintenant on en arrive au droit de la presse, parce que c'est quand même le plus important dans la liberté d'expression. Et on considère que la liberté de la presse, c'est la liberté d'expression par excellence. Alors, les rédacteurs donc, des textes qui garantissent le droit à la liberté d'expression. Alors, la presse, la presse vise aussi les droits d'autrui contre les atteintes qui peuvent être fatales, parce qu'il y a quand même des atteintes qui peuvent être fatales. La liberté de la presse donc est considérée comme la pierre angulaire des droits de la personne, comme une assurance que tous les autres droits seront respectés. Elle favorise, d'après ce qu'on dit, la transparence et la bonne gouvernance. Elle représente pour la société la garantie que régnera une véritable justice. Parce qu'évidemment, quand on dénonce certains comportements et certains
certaines gouvernances qui ne sont pas valables, et il est évident qu'on pousse les gouvernants à mieux gouverner, et donc il y a une transparence, une bonne gouvernance et une bonne justice. Et elle est essentielle pour l'échange des idées aussi entre les nations. La liberté d'expression aussi, ça permet maintenant à tout le monde de savoir ce qui se passe à tel point de la planète. Et donc elle crée la compréhension et la coopération entre les gens. Alors, la question c'est, est-ce que la presse joue toujours, a-t-elle toujours ce rôle bénéfique? Celui qu'on lui prête, celui de la bonne gouvernance, de la justice, de la transparence, de la coopération entre les peuples, etc. Est-ce que c'est le cas? Non, parce qu'il y a des abus de droit. Il y a des abus de droit. Alors, l'abus de droit, c'est une notion juridique qui est associée au droit moral. C'est celui de ne pas dépasser les limites qui sont raisonnables de l'usage d'un droit. Alors, ce droit, cette notion juridique donc, de l'abus de droit, c'est une notion d'origine prétorienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. Ça a été créé par des textes de jurisprudence. Ce sont les juges qui ont sécrété ce droit par les décisions qu'ils rendent. Alors, on distingue donc l'abus social qui consiste à détourner un droit vers une fin illégitime et l'intention de nuire qui consiste à utiliser un droit uniquement dans le but de gâcher la vie d'autrui. Et c'est la conjugaison donc de deux comportements fautifs. Alors, quand est-ce que la liberté d'expression se transforme-t-elle en intention de nuire? Alors, l'exemple est tiré, l'exemple que j'ai pris, ce sont les caricatures danoises, dites de Mahomet. Et ça, c'est une illustration donc de cette dérive. Donc, si on prend le bonhomme qui est représenté en noir, avec un turban en forme de bombe, avec une mèche allumée. Ce personnage, quand on le regarde, il a nécessairement une apparence arabe, puisqu'il est habillé de manière traditionnelle arabe, il a un nez crochu de sémite, il porte une bombe sur son turban qui est le couvre-chef admis des Arabes. On le sait, que les Arabes portent le turban. Donc normalement, puisqu'il est interdit de dénigrer, de stigmatiser et de désigner donc à la vindicte toute personne à raison de son apparence, son appartenance ethnique, raciale, religieuse, de son orientation sexuelle ou ses convictions politiques, cette représentation désigne clairement un bonhomme arabe, sémite, religieux, et les caractéristiques qui stigmatisent participent donc au dénigrement. Puisque il est laid, il a un nez crochu comme celui de tous les sémites, il est cruel parce qu'il a un drôle de rictus, hein, il est violent à cause de la bombe qui est sur son turban, prête à exploser, et surtout il véhicule un message du fait de son appartenance seule. C'est un terroriste. C'est un terroriste, un type moche, dangereux, et il ne peut être que d'une seule ethnie, arabe et musulman. Donc on désigne bien à la vindicte populaire et internationale ce genre d'individu. Alors, ce message ne s'arrête pas à la simple dépréciation, car après tout, les sémites arabes sont contents de leur nez, de leur turban, et ils peuvent, comme pour paraphraser Aimé Césaire, dire le sémite arabe vous emmerde. On pourrait dire ça. Alors, mais cela pose le problème lorsque l'usage qui est fait à mauvais escient de la liberté d'expression désigne tous ceux qui ressemblent aux sémites arabes. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on désigne l'arabe. Mais des fois, comme par exemple aux États-Unis, on se trompe d'arabe, puisqu'il y a des Sikhs qui portent un turban et qui, les malheureux, ont été tués, parce qu'on les a pris pour des arabes. Voilà le problème. C'est que ce n'est pas après l'arabe qui est seulement et lui seul soumis à la vindicte, désigné à la vindicte, non. Ça peut s'appliquer à des gens qui n'ont absolument rien à voir. Et donc, je vous donne l'exemple donc, des Sikhs qui ont été tués. Alors, finalement, ce glissement donc d'une image qui est faite au départ pour amuser et pour rire, elle dévie complètement de son objectif et elle devient un abus de droit. Parce qu'elle détourne un droit légitime, qui est celui
donc d'informer, ou même celui de donner son opinion, en une intention de nuire qui devient un acte illégitime. Et ça a eu donc pour résultat de décomplexer tous les fascistes de tous bords qui se cherchent des boucs émissaires et une façon de justifier le fameux choc des civilisations qui n'est que le prétexte du refus de l'autre. Parce qu'en réalité, c'est ça. Alors, normalement, donc, on a vu que la liberté d'expression, elle est faite pour la bonne gouvernance, la transparence, etc. Alors, très sincèrement, moi, en regardant les images de Charlie Hebdo, je ne vois pas où se trouve la bonne gouvernance, où se trouve la transparence, où se trouve la bonne compréhension qui peut exister entre les peuples, etc. Franchement, très franchement, je ne la vois pas. Je vois juste que chez Charlie Hebdo, il y a une panne de l'inspiration et qu'on se met à la remorque des uns et des autres. Alors, ça a été les trucs de Mahomet, puis après ça a été le fameux film copto-américain ou américano-copte. Voilà, donc c'est pour faire un coup, c'est pour vendre son papier, sans plus. Alors, que reste-t-il de la liberté d'expression, là, actuellement, dans notre monde maintenant? Alors, la tentative désespérée d'immobilisme de l'Occident, qui ne veut surtout pas que ça change, et que sa suprématie économique et militaire ne soit pas remise en cause, la liberté d'expression laisse des plumes. Elle est attaquée partout. Et même dans les pays qui en sont les inventeurs, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Alors en France, la politique s'est immiscée dans cette régulation par la loi, en imposant sa lecture de la liberté d'expression et en émettant des interdictions et des tolérances, parce qu'il y a des interdictions, il y a aussi des tolérances, pour des raisons idéologiques et de propagande ou carrément, on va le voir, bassement électoraliste. Alors le premier barrage a un habillage qui est légal. Ce sont les lois mémorielles. Cette invention des lois mémorielles, c'est une spécificité française. Dans aucun autre pays, on ne prétend qu'en France, comme en France, détenir la vérité et prendre la liberté d'imposer une lecture politique de l'histoire, avec en plus la témérité de vouloir l'imposer aux autres peuples. Alors une loi mémorielle, qu'est-ce que c'est? C'est une loi déclarative, imposant un point de vue officiel d'un État sur des événements historiques. Elle peut être assortie de dispositions répressives en pénalisant les opinions contraires. Elle est souvent votée pour répondre aux souhaits d'un groupe de pression ou d'une communauté qui, se posant en victime, souhaite une réparation morale. Et pourquoi pas matérielle si c'est possible. Toute loi mémorielle qui obéit à des motivations politiques et idéologiques tente à faire accepter par les autres composantes de la nation la vision historique particulière d'une communauté, et ceux qui ne sont pas d'accord, dans certains cas, sont condamnés. C'est donc une entrave évidente à la liberté d'expression. Alors, je vais citer quelques lois, enfin les lois essentielles que l'on connaît. C'est la loi Guesso, qui a légiféré sur la négation de la Shoah, et c'est la seule qui a prévu des condamnations pénales. Alors, il y a eu un seul condamné, à ma connaissance, et il s'appelle Vincent Renoir. Il a été condamné à 1 an de prison et a été révoqué de l'éducation nationale. À l'occasion de cette affaire, M. Noam Chomsky, que vous connaissez certainement, qui est très célèbre, a déclaré « Cette loi avait eu pour effet d'accorder à l'État le droit de déterminer la vérité historique et de punir ceux qui s'écartent de ces décrets, ce qui est un principe qui nous rappelle les jours les plus sombres du nazisme et du stalinisme. » Voilà, c'est ce que dit M. Chomsky à propos de la condamnation de ce pauvre Vincent Renoir, qui a été donc le seul condamné dans cette histoire. Alors, il y a la loi sur le génocide arménien. Cette loi reconnaît publiquement le génocide. Alors, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, cette loi a été considérée par des constitutionnalistes, et notamment le doyen Vedel et Maître Badinter, ancien ministre, comme anticonstitutionnelle. Et ce vote a amené les Turcs à rappeler à la France le génocide algérien, qui la concerne au premier chef,
plutôt que le génocide arménien. Alors la loi Taubira, c'est sur l'esclavage, donc c'est la loi Taubira. Cette loi ne comporte pas d'arsenal répressif, c'est juste la reconnaissance de l'esclavage. Alors on a reproché à cette loi d'être incomplète dans sa dénonciation en ce qu'elle n'a visé que la traite transatlantique sans évoquer les traites arabo-musulmanes et africaines. Voilà ce qu'on a reproché à cette loi. C'est de ne parler que de la traite qui se faisait donc des côtes européennes vers les États-Unis et plus loin. Alors, personnellement, moi j'ai deux objections à faire à ce reproche qui est fait donc à la loi Taubira. D'abord, la loi française ne peut légiférer que pour son territoire. Et l'écriture de l'histoire africaine ne peut être indéfiniment confisquée par les historiens français. Les pays africains ont aussi le droit d'écrire leur histoire et de la réécrire avec l'éclairage qui les concerne et selon l'idée qu'ils se font de ce fait, évidemment qui est tragique, et c'est à eux donc à le dire. Par ailleurs, la loi Taubira, en fait, ce qu'elle visait, c'était le déchirement, c'est-à-dire de partir de l'Afrique et de prendre des gens sans espoir de retour. Et bon, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu en tout cas au XVIIIe siècle, là où il y a eu le plus fort de l'esclavage, je ne pense pas que les musulmans à ce moment-là avaient des flottes qui pouvaient traverser l'Atlantique. Donc en fait, s'il y a eu un esclavage, il est resté cantonné à l'Afrique et aux pays arabes. Il n'y a pas eu ce déchirement, il n'y a pas eu cette transplantation d'un continent à l'autre sans possibilité de retour. Voilà, ça c'est en tout cas mon opinion là-dessus. Alors cette loi Taubira, donc sur l'esclavage, a été critiquée par Claude Lanzmann sur un plateau télé qui a fustigé la revendication des Noirs en disant « ils veulent faire comme nous ». Comme si les Noirs n'avaient pas le droit de dire eux aussi qu'ils ont subi des malheurs. Alors, ensuite, il y a la loi sur la présence française et son rôle positif outre-mer et en Afrique du Nord. Ça, c'est la toute dernière, donc, de 2006. Alors, cette loi donc, a été critiquée, elle a fait l'objet de déclassements par le Conseil constitutionnel et puis d'une abrogation de la majeure partie des articles qu'il a composés. Alors, Nicolas Sarkozy avait pris donc l'engagement en 2007 qu'il n'y aurait pas d'autre loi sur le sujet. Mais il y avait les élections. Et donc la tentation a été trop forte. Et il y avait l'électorat arménien. Donc il fallait faire quelque chose. Donc il a pris une loi, lui aussi. Alors qu'en 2007, il avait dit non. Après la loi sur le la reconnaissance du génocide, il ne sera plus question d'une autre loi. Et pourtant, en 2012, donc, il a donc pris cette loi sur le génocide. Alors, il y a eu un autre barrage donc informel. Et celui-là, à la liberté d'expression, et celui-là, il concerne les personnes au cas par cas. Alors, c'est le cas de Pétré Grenouillot, qui recommandait d'utiliser, au lieu d'utiliser le mot Shoah, il préconisait l'utilisation des deux mots, génocide juif. Il a dit, au lieu de dire Shoah, disons génocide juif. Et lui, il a été aussi censuré. On lui a dit, non, vous n'avez pas le droit de nous donner cette indication-là. Alors, il y a d'autres antisionistes juifs aussi, auxquels aussi on refuse la liberté d'expression. C'est M. Jacob Cohen, qui est là. Une de mes amies qui s'appelle Ginette Scandrani aussi, qui a été frappée, qui a été blessée. C'est Ginette Scandrani, donc chez elle. La Ligue de défense juive est rentrée dans son appartement. On l'a frappée, on lui a fait toutes sortes de misères. Et puis mon amie Olivia Zemmour, que vous devez certainement connaître. Il y a aussi le cas de Dieudonné, donc, qui est mon client, que je défends, et qui est interdit de salle
il est interdit de spectacle, il est obligé de donner des spectacles dans sa voiture ou dans son car ou je ne sais quoi. Alors que lui aussi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire rire, c'est tout. Et il dit que les juifs, comme les arabes, comme tout le monde, ils ont des qualités, ils ont des défauts. Et qu'on doit pouvoir rire de tout, puisque d'après Charlie Hebdo, on doit pouvoir rire de tout. Alors Charlie Hebdo a le droit de rire de tout, Dieudonné n'a pas le droit de rire de tout. Donc vous voyez, la liberté d'expression, elle est donc, on va dire, c'est le 2 poids 2 mesures. Et puis le dernier cas, le tout dernier, c'est celui de Houria Boutelja, qui était donc à une émission de LCP, du Sénat, et qui s'est opposé un petit peu à ce que disait le vice-président du CRIF, et M. Goasguen, et en sortant de là, elle a reçu son pot de peinture rouge sur la tête. Donc elle aussi, elle n'a pas le droit de parler. Donc, comme on le voit, donc, la liberté d'expression se porte très très mal en France. Parce que pour certains c'est permis, pour d'autres c'est pas permis. En tout cas, ça n'est ni logique ni cohérent. Alors en Amérique, c'est le contraire. C'est le contraire. La liberté d'expression, elle est totale. C'est ainsi qu'il y a un pasteur, le fameux pasteur donc, qui a brûlé le Coran, et les réalisateurs du film L'innocence des musulmans, que l'on ne peut pas poursuivre légalement. On ne peut pas les poursuivre. Ni l'un, ni les autres, ni les réalisateurs du film. C'est comme ça. En Amérique, on a décidé de donner la liberté à tout le monde, et tout le temps, et pour tout. Et on est allé plus loin aux États-Unis, c'est qu'on a créé Internet. Internet, c'est, comme dit la Cour suprême des États-Unis, c'est une conversation mondiale sans fin. Voilà l'expression qui a été utilisée par la Cour suprême des États-Unis. Alors, malheureusement, cette conversation sans fin, il n'y a pas de contrôle. Et comme il n'y a pas de contrôle, l'oncle Sam aussi, il y est confronté. Les États-Unis aussi sont confrontés à cette conversation sans fin. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Parce qu'en fait, en inventant Internet, les Américains voulaient en fait rentrer un peu dans tous les pays du bloc communiste. Ils sont arrivés puisqu'ils ont tout fait exploser, y compris l'Union soviétique. Donc ils voulaient faire rentrer le diable en fait dans tous ces pays qui étaient fermés. Seulement voilà, le diable il rentre partout, même aux États-Unis. Et le diable aux États-Unis, il a les traits d'un jeune militaire qui a décidé de donner des informations à Wikileaks. Voilà. Et donc, voilà, les États-Unis se sont retrouvés dans cette... Alors, évidemment, eux, ce qu'ils veulent, c'est porter le diable chez les autres, mais pas chez eux. Malheureusement, ben voilà, ça s'est fait. Alors, et là, il y a eu un autre personnage qui s'est greffé là-dessus, que vous connaissez tous aussi, c'est Julian Assange. Et donc Julian Assange, vous savez que bon, il est ce trouble fait que l'on connaît tous, et on a essayé par des moyens détournés de l'attraper, et il est toujours d'ailleurs dans une situation, je crois que toujours, il est dans une ambassade, je crois, voilà, de l'Équateur, il est enfermé, etc. Voilà, donc lui aussi, il n'a pas le droit à la liberté d'expression. Alors donc, j'en arrive à ma conclusion, parce que je crois que j'étais un peu longue. Non, ça va. Ça va? Ouais. Je suis dans les délais, d'accord. Donc en réalité, la liberté d'expression, elle est confinée dans le périmètre que la raison d'État, finalement, lui veut bien lui laisser. En réalité, c'est ça, et pour tous les pays, quels qu'ils soient. Alors, évidemment, on dit aux citoyens de base, si, vous pouvez vous exprimer, etc. Alors, ils s'expriment, les gens de base, parce que ça ne prête pas à conséquence, donc on leur permet de se taper dessus, les uns les autres, de se critiquer, bon, très bien. Mais, en fait, ils n'ont aucun poids. Leur parole est complètement démonétisée, et donc, voilà, on dit aux gens, vous êtes libres, on les laisse parler, mais c'est tout. Alors, sur le plan international, la liberté d'expression entre les États donc, est réduite à la portion congrue. Parce que quand même, les gens ce sont les pays
qui sont des membres importants, comme par exemple les USA et la France, qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité, ce sont ceux-là qui, sur le plan international, qui portent préjudice justement à cette liberté d'expression en utilisant leur fameux veto. Alors, en fait, ce qu'on veut utiliser, sur le plan international, ce que veulent ces pays, c'est l'utiliser d'une manière extrêmement sélective. Par exemple, contre l'Iran. On l'utilise contre l'Iran, qu'on présente comme une dictature où la liberté d'expression n'existe pas, ou de la Chine, qu'on veut absolument faire exploser. Alors, j'ai vu dernièrement sur des journaux, sur des revues, que les deux personnes qui représentent la liberté d'expression en Chine, c'est un monsieur qui est, je crois, peintre, ou enfin qui est un artiste, et on nous l'a représenté nu, et sa femme nue aussi. Donc la liberté d'expression, c'est ça. C'est ces deux personnes qui représentent la Chine, qui sont nues, qui sont photographiées nues, et donc on doit pouvoir dire c'est la liberté d'expression et les admirer. Alors, moi, est-ce que cette liberté d'expression, façon Occident, est-ce qu'elle vaut la peine pour que des pays, par exemple musulmans, qui ont d'autres valeurs, comme par exemple la bienveillance, parce que ce qu'on dit là, il faut critiquer, dans l'islam, non. On vous dit, vous ne critiquez pas. On ne critique pas. On n'a pas le droit de critiquer. Donc c'est la bienveillance qui est obligatoire plutôt. La décence aussi. On ne se met pas tout nu. On a mis des siècles et des siècles pour apprendre à s'habiller. C'est pas pour faire comme ces deux artistes extraordinaires chinois qui sont tout nus, et puis tout le monde est content donc de les voir tout nus, et on doit les admirer. Il y a l'interdiction de médire en droit musulman. Dans l'islam, on n'a pas le droit de médire de quelqu'un. Par exemple, moi je prends un exemple juridique, par exemple, quand on parle d'une femme adultère, on a mis au point une preuve impossible, justement pour ne pas que les gens médisent les uns des autres, et surtout des femmes. Et on a imposé les 4 témoins mâles qui doivent avoir vu l'acte, etc., etc. Et puis même, je ne vais pas aller rentrer dans les détails scabreux, mais pour médire d'une femme, il faut vraiment que la preuve soit faite. Donc on n'a pas le droit de médire des gens. Et puis l'indifférence à la gloire, parce que c'est ça aussi le problème. En droit musulman et dans l'islam d'une manière générale, la gloire importe peu. Les histoires de médailles, les histoires des gens d'honneur et tout ça c'est des vanités. Et donc, finalement, les gens qui sont là en train d'attendre qu'à la télévision ils passent, etc. Tout ça, c'est aussi le fait de vouloir être dans la gloire, bénéficier de la gloire et de laisser un souvenir impérissable. Ça aussi, ça n'existe pas dans l'islam. Et dans l'islam, qu'on soit un simple citoyen ou un dirigeant, dans le Coran et dans les hadiths, on vous dit que les gens sont logés à la même enseigne. Un roi musulman n'a pas le droit de médire de la même façon qu'un simple citoyen. Ils sont sur le même plan. Donc la malveillance est moralement et légalement condamnable, aussi bien sur le plan de la morale que sur le plan du droit musulman. Alors, moi je me dis, après tout, les valeurs musulmanes valent les autres valeurs. Est-ce qu'on est obligé d'abandonner ces règles-là pour d'autres qu'on nous présente comme étant extraordinaires, comme la liberté d'expression, etc. Après tout, la société musulmane a ses règles et elle a son harmonie aussi. Donc, liberté d'expression ou pas, on le voit, il y a des guerres, il y a des gens qui se déchirent. Donc en réalité, liberté d'expression ou pas, l'homme étant toujours le même, de toute façon, le monde est ainsi fait et l'être humain est ainsi fait. Et je ne sais pas si la liberté d'expression telle qu'elle est vue par l'Occident est vraiment une bonne chose. Moi, c'est une question que je vous pose et puis voilà.